Maintenant que nous savons calculer le travail d'une force, on voit qu'il existe deux types de forces, des forces conservatives et non conservatives. Le poids, par exemple. On a vu précédemment que le travail du poids ne dépendait pas du chemin suivi, dépend uniquement de l'altitude du point A et de celle du point B. On dit alors que le poids est une force conservative. Toutes les forces dont le travail sur le déplacement AB dépend uniquement des positions de A et de B et pas des autres caractéristiques sont donc des forces conservatives. On peut donc le noter dans le cours. D'une manière générale, on pourra parler d'énergie potentielle que pour des forces conservatives. On aura alors la variation de l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'énergie potentielle finale du point B moins l'énergie potentielle initiale du point A, qui va être égale à moins le travail sur la direction AB de la force F étudiée, qui est forcément une force conservative. On étudie deux forces conservatives. Le poids, par exemple. Pour le poids, on peut écrire delta EPP est égal à moins le travail sur AB du poids P. Ce qui nous amène à écrire que EPP du point B moins EPP du point A est égal à moins MG ZA moins ZB. Et donc c'est égal à MG ZB moins ZA. Si on développe, cela donne MG ZB moins MG ZA. Et là, par identification, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître que EPPB est égal à MGZB et EPPA est égal à MGZA. On peut donc en déduire que pour le poids, on parle d'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire qu'on va avoir EPP qui va être égal à MGZ, Z du point considéré pour l'énergie potentielle au point considéré. En raisonnant de la même manière, on va avoir EP électrique qui va être égal à Q fois V, où V représente le potentiel électrique exprimé en volts du point considéré. Car on sait que UAB est égal au potentiel du point A moins le potentiel du point B. On l'a déjà vu précédemment. Dans le cas de forces conservatives et uniquement pour les forces conservatives, on pourra écrire que l'énergie mécanique se conserve. On aura donc EM qui est égal à constante. On se rappelle que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie potentielle, toutes les énergies potentielles, l'énergie potentielle de pesanteur, électrique, etc., plus l'énergie cinétique. Vous vous rappelez que EC, l'énergie cinétique, c'est égal à 1/2 de M fois V au carré. Dans le cas où il y a des forces non conservatives, par exemple dans le cas de la chute d'un système qui est accompagné de forces de frottement dues à l'air, on a établi que l'énergie mécanique de l'objet ne se conserve pas. Elle diminue au cours du temps. Une partie de l'énergie est dissipée par transfert thermique, ça veut dire sous forme de chaleur.
par les forces de frottement. Ainsi, l'énergie mécanique n'est pas conservée. On dira que les frottements sont des forces non conservatives. Ce qui va confirmer ce qu'on a dit dans la définition précédente, les forces de frottement dépendent du chemin suivi. C'est pour ça que ce sont des forces non conservatives. À ce moment-là, l'énergie mécanique EM n'est pas constante. On va même avoir une diminution de l'énergie mécanique. Donc, delta EM va être égal au travail de la force F de frottement et est inférieur à 0. On va maintenant effectuer l'étude énergétique des oscillations libres d'un pendule. Pour cela, on va s'intéresser à un pendule simple. Un pendule simple, c'est un fil, ici. Ce fil, il est inextensible. S'il est inextensible, ça veut dire que ce n'est pas un ressort. Il est de masse négligeable, ce fil. Et il est attaché à un point fixe, ici, c'est le point O. Ensuite, au bout du fil, on a une masse, ici. Cette masse, elle a une masse petit m. C'est un objet, ça peut être une boule ou quoi que ce soit d'autre. Quand on est au repos, on va avoir le fil qui va être vertical, qui se trouve donc ici, avec la masse à son extrémité, à ce niveau-là. Ce pendule, quand on va lancer les oscillations du pendule, on observe qu'on va avoir un mouvement d'aller-retour. Ce mouvement d'aller-retour, c'est un mouvement qu'on appelle un mouvement périodique. Le pendule, on va le définir donc par sa période. C'est la durée d'un aller-retour. On va avoir ici un angle. L'angle qui se trouve ici, que je note θ, c'est ce qu'on va appeler l'abscisse angulaire. Et ici, puisque c'est la position maximale d'éloignement de la masse, on va parler de θm, puisque ça va être l'abscisse angulaire maximale. On peut donc compléter la suite du cours. On montre qu'en l'absence de frottement, la période des oscillations libres quand l'amplitude elle est petite, ça veut dire qu'on va avoir θ max qui est inférieur à 20 degrés, eh bien ces oscillations sont indépendantes de l'amplitude. On parle d'isochronisme des oscillations. À ce moment-là, la période ne dépend que de deux paramètres. Pas de la masse, pas de l'écartement, uniquement de la longueur du pendule et de la valeur de petit g de l'intensité du champ de pesanteur. La relation pour calculer la période est la suivante. Lors des oscillations libres, ça veut dire que rien ne les touche ou rien ne les freine non plus, la boule du pendule est soumise à un ensemble de forces qui est évidemment le poids, P, et également la tension du fil. Cette tension du fil, nous allons la noter F pour ne pas confondre avec la période. On l'appelle des fois T également, mais attention à ne pas confondre avec la période. On considère qu'il n'y a pas de frottement. La tension du fil, elle est toujours perpendiculaire au mouvement. Donc, comme toutes les forces perpendiculaires, elles ne travaillent pas. On va donc avoir WT qui est égal à 0. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est toujours perpendiculaire au mouvement ? Eh bien, si je regarde mon pendule, il est là, et on va avoir un mouvement qui va être un arc de cercle. Donc, au moment où mon pendule se trouve ici, je vais avoir quoi ? Je vais avoir le poids, bien évidemment, toujours vertical vers le bas, et la tension du fil. La tension du fil, elle est dans la direction du fil, comme ça. On voit que sur la petite portion d'arc de cercle que j'ai dessinée ici, la tension du fil, elle est perpendiculaire au déplacement. Et ça, à tout instant, au moment du déplacement. C'est pour ça qu'elle est toujours perpendiculaire, c'est pour ça qu'elle ne travaille pas. La seule force qui va travailler va donc être le poids. Comme on a vu que le poids est une force conservative, on peut donc dire que
EM est égal à constante. L'énergie mécanique va donc se conserver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au cours du mouvement du pendule, l'énergie cinétique, c'est-à-dire celle liée à la vitesse, elle est maximale lorsqu'il va passer par sa position d'équilibre. Parce qu'à ce moment-là, l'énergie potentielle de pesanteur, elle est nulle. C'est la plus petite, puisque ça revient au point de départ, où là, on a la plus petite altitude. A l'inverse, pour les positions extrêmes, c'est-à-dire quand on est à l'amplitude maximale, à ce moment-là, l'énergie potentielle de pesanteur, elle sera maximale. Et si l'énergie potentielle de pesanteur est minimale, ça veut dire que le pendule il acquiert une vitesse qui est nulle, ce qui signifie que son énergie cinétique, elle est nulle également. On dit qu'il y a conversion d'une forme d'énergie en une autre par le travail d'une force conservative qui est le poids. L'énergie mécanique du système, et ça on le retiendra, elle reste constante au cours du temps. Attention, uniquement quand il n'y a pas de frottement. On va donc pouvoir réaliser un graphique où on regardera l'évolution de ces différents types d'énergie au cours du temps. Donc, je représente deux axes. Ici, je vais avoir l'énergie et cette énergie, elle varie en fonction du temps. Si je regarde en premier l'énergie mécanique, bien l'énergie mécanique que je trace en bleu, on a dit qu'elle restait constante. Donc ici, je vais avoir l'énergie mécanique. AT égale à 0. Qu'est-ce que je fais? J'écarte mon pendule de sa position initiale. Ça veut dire que je vais avoir mon pendule, le point haut il est ici, là j'ai la position de départ, et à t égale à 0, je me mets ici. Donc là, je suis à t égale à 0. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'énergie potentielle qui va être maximale. Donc j'ai une énergie potentielle qui est là. Et mon énergie cinétique, elle est minimale. Il n'a pas de vitesse, je le tiens. Au moment où je le lâche, il va gagner petit à petit de la vitesse. Donc ça veut dire que l'énergie cinétique, elle va augmenter. Comme ça. L'énergie potentielle, qu'est-ce qu'elle fait pendant le même temps? Eh bien, l'énergie potentielle, elle diminue. Quand on arrive à ce point-là, on va avoir un maximum d'énergie cinétique, un minimum d'énergie potentielle. Ça veut dire que je suis à l'instant T, mon pendule il est revenu à sa position de départ. Je suis à l'instant qu'on va appeler T1 ici. Donc ça correspond à l'instant T1. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Mon pendule il va remonter de l'autre côté. S'il remonte de l'autre côté, ça veut dire qu'il va gagner de l'énergie potentielle. Ici. Et inversement, s'il gagne de l'énergie potentielle, ça veut dire que sa vitesse, elle diminue. Donc, il perd de l'énergie cinétique. Et ainsi de suite. Il arrive de l'autre côté, il va ralentir, son énergie cinétique, elle est nulle, puis ensuite, elle va réaugmenter, et ainsi de suite. On a quelque chose qui se reproduit de manière périodique. À chaque fois que l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle est minimale et inversement. Par contre, lorsque le pendule est soumis à des forces de frottement de faible intensité, les oscillations vont être dites amorties. Amorti, ça veut dire que la valeur de l'amplitude va diminuer au cours du temps. On parlera de mouvement pseudo-périodique. Il est pseudo-périodique parce que l'amplitude varie au cours du temps. Par contre, le mouvement d'aller-retour, lui,
continue à se faire pendant la même durée. C'est pour ça qu'on parle de pseudo-période. Ça, c'est que si les forces de frottement sont de faible intensité. La pseudo-période, elle est environ égale à la période. Par contre, si j'ai des forces de frottement de forte intensité, alors tout de suite, il va revenir directement à sa position d'équilibre. Et il ne va même pas osciller, c'est-à-dire sans osciller. Le mouvement, on dit alors qu'il est apériodique. Apériodique, ça veut dire qu'il n'a pas de période. Lorsque le pendule il est soumis à des forces de frottement, l'amplitude des oscillations, elle va diminuer au cours du temps. Donc forcément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'énergie mécanique, elle aussi, elle va diminuer. Il y a une dissipation, c'est-à-dire une perte de l'énergie par l'intermédiaire des forces non conservatives qui sont les forces de frottement. À ce moment-là, eh bien, la variation d'énergie mécanique, la diminution d'énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement, ce qu'on peut résumer par delta EM, qui est égal au travail des forces de frottement petit f. C'est ce qu'on avait écrit dans le cas des forces non conservatives. Donc là aussi, on va pouvoir schématiser les variations d'énergie au cours du temps. Alors, on commence par la variation d'énergie dans le système pseudo-périodique. Donc, dans le système pseudo-périodique, il y a des périodes. Mais ces périodes, elles ont une amplitude qui diminue au cours du temps. Ça veut dire que quand je trace l'énergie en fonction du temps, eh bien, mon énergie mécanique, elle va diminuer. Pourquoi est-ce qu'elle diminue? Au départ, à t égale à 0, on part comme tout à l'heure. L'énergie potentielle, elle est maximale. L'énergie cinétique, elle est minimale. L'énergie potentielle, elle va diminuer. Donc petit à petit, le pendule il perd de l'altitude, il va arriver à sa position initiale. Et là, en fait, quand il arrive à sa position initiale, il va remonter. Mais il ne va pas remonter aussi haut que précédemment. Il va remonter un peu moins haut. Ensuite, il va redescendre. Et à nouveau, il va remonter un peu moins haut. Et ainsi de suite, on va avoir un amortissement des oscillations. L'énergie cinétique, elle fait la même chose. C'est-à-dire que l'énergie cinétique, elle va augmenter. Mais elle n'attrape pas le même niveau que précédemment, que si il n'y avait pas eu de dissipation d'énergie. Donc elle va augmenter, mais pas jusqu'à la valeur de l'énergie potentielle de départ. Quand le pendule remonte, elle perd de l'énergie cinétique. À sa position initiale, elle a perdu toute l'énergie cinétique. Elle va regagner ensuite quand il va redescendre, mais pas totalement. Et ainsi de suite. L'énergie mécanique, qui représente la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, va donc décroître au cours du temps. Donc en bleu, j'ai l'énergie mécanique. En vert, j'ai l'énergie potentielle et ici c'est l'énergie potentielle de pesanteur. En rouge, j'ai l'énergie cinétique. La même chose que tout à l'heure, mais j'avais oublié de le dessiner. Là, pour le système maintenant où j'ai des oscillations qui sont apériodiques, c'est-à-dire une absence d'oscillation. À ce moment-là, si je n'ai aucune oscillation, ça veut dire qu'au départ, j'ai l'énergie potentielle qui est là, et cette énergie potentielle, elle va diminuer. Et quand elle arrive à 0, elle ne réaugmente pas tout simplement. On s'arrête là. Donc, l'énergie mécanique va suivre cette variation d'énergie potentielle qui est là. On va être ici. L'énergie cinétique, elle va un tout petit peu augmenter et ensuite revenir à 0. On a donc un système qui est apériodique, il n'y a aucune oscillation.
De tout temps, on s'est servi de ces systèmes d'oscillateurs pour justement mesurer le temps. Le but, c'était toujours d'avoir une mesure du temps qui allait être la plus précise possible. Donc les premières horloges qu'on a faites sont des horloges mécaniques, sont un pendule. Mais comme on vient de le voir, eh bien, le pendule, il est peu précis. S'il est peu précis, c'est-à-dire qu'il a tendance à perdre petit à petit sa hauteur, donc les secondes ne sont plus des secondes. Donc pour le rendre un peu plus précis, il fallait penser à le remonter, ou alors utiliser des systèmes qui permettaient de l'entretenir au cours du temps. Au fur et à mesure, on a progressé et donc on a utilisé des horloges à quartz. Qu'est-ce que c'est le quartz? C'est tout simplement un cristal qui va vibrer régulièrement sous l'effet d'un courant électrique. Alors c'est plus fiable, plus précis, par contre ça a besoin d'une pile, d'un courant électrique. Quand la pile est usée, petit à petit, votre horloge, elle va se décaler, elle va plus être fiable. Par contre, ce n'est absolument pas suffisamment précis quand on veut mesurer des vitesses, par exemple, extrêmement grandes, comme la vitesse de la lumière. Donc aujourd'hui, en physique, et puis pour tous les systèmes qui utilisent des vitesses extrêmement rapides, qui utilisent la propagation des ondes, comme les satellites, comme les GPS, on va utiliser des horloges atomiques. Les horloges atomiques utilisent l'émission ou l'absorption d'une onde électromagnétique. C'est 280 000 fois plus précis. Et ça nous a permis d'ailleurs de modifier la définition de la seconde. Avant, elle était définie par étant une portion du jour. Maintenant, ça représente un nombre de périodes d'un signal bien précis.